Le seul avenir crédible à gauche. J'en vois pas d'autre. Et avec Gaël, avec qui on va faire une conférence sur la question du travail, les retraites, etc., on se réécoute. Je lui dis, écoute, j'ai un truc, je voudrais ton avis. On écoute cette conférence, c'est avec des micro-cassettes, je me rappelle. On comprend rien, mais on a l'impression que c'est important. Et donc Gaël dit, bon, papier, stylo, on se la repasse. Et donc on rentre dans la logique Friot, qui est absolument décisive en fait. Et du coup, on va parler de Friot sur scène. Du coup, des gens vont se mettre à aller voir ce qu'écrit Friot. Et son bouquin va passer d'un tirage, je crois, de 1000 à 16 000, enfin un truc hyper bizarre. Et lui, il comprend pas ce qui se passe. En fait, il comprend pas ce qui se passe jusqu'à ce qu'il découvre qu'il y a des gens qui, avec des conférences gesticulées, vulgarisent son travail. Et ce qu'il dit, c'est que c'est l'idée, pour moi, la plus importante pour la gauche actuellement, c'est que la révolution, c'est pas l'utopie. La révolution, c'est de pousser dans le capitalisme ce qu'il y a de révolutionnaire au sein du capitalisme, déjà. En l'occurrence, la sécurité sociale. La sécurité sociale est un système totalement anticapitaliste. Totalement. Donc Bernard Friot remet l'accent sur qu'est-ce que c'est que la sécurité sociale, qu'est-ce que c'est que le régime général de sécurité sociale, pourquoi c'est totalement anticapitaliste, et pourquoi il faut pousser ça, c'est-à-dire pourquoi il faut se battre pour augmenter les salaires et augmenter les cotisations patronales et non pas les diminuer. Alors ça permet de comprendre plein de choses. Ça permet par exemple de comprendre que la revendication des Gilets jaunes en termes de pouvoir d'achat, c'est une erreur. Il ne faut surtout pas réclamer du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, ils rêvent que de nous... Ils sont tout à fait d'accord pour nous filer du pouvoir d'achat. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est nous filer du salaire. C'est très différent. C'est-à-dire que quand ils augmentent le net en baissant le brut, on a l'impression qu'ils augmentent nos salaires, puisque dans la poche, on a un peu plus. Mais en fait, en échange, ils nous baisent les retraites, ils nous baisent la sécu, ils nous baisent l'hôpital, ils nous baisent le... Tu vois, je veux dire, ils nous baisent le chômage, en échange. Et donc, si tu veux, ça c'est le coup de génie de ces ordures, si tu veux, c'est de dire, on augmente le net. Et donc, les gens se disent, bon, ça va, on a du pouvoir d'achat. Pas du tout. Ils perdent du salaire, clairement, à ce moment-là. Et donc, c'est Bernard Friot qui a permis de recomprendre, pour ceux qui avaient envie de s'y intéresser, ce que c'est que le salaire. Et le salaire, c'est pas le salaire net. C'est le salaire total. C'est-à-dire, le salaire, c'est l'hôpital. Piketty écrit un bouquin de 1000 pages de statistiques sur un siècle qui montre que l'impôt ne sert à rien. Alors il y a un moment, il faut quand même s'en rendre compte. Lui, il termine « Vive l'impôt » parce que c'est un croyant de la chose, mais l'impôt ne vise jamais, ne touche jamais ce qu'il vise, parce que les juristes d'optimisation fiscale sont mieux payés que vous et moi. Et donc, l'enjeu pour moi, ça n'est pas qu'un bon État fasse de bons impôts. L'enjeu, c'est que les citoyens, ou si on veut appeler, c'est un mot que j'utilise pas, mais enfin tiens, pourquoi je l'utilise, allons-y, que les citoyens s'emparent de la responsabilité économique. Et je voudrais donner un exemple. À partir de ce que j'ai dit de la grande réussite, de ce que nous avons fait dans les années 60, lorsqu'on a augmenté nettement le taux de cotisation maladie pour pouvoir à la fois conventionner les professionnels de santé, qui jusqu'ici ne l'étaient pas, la médecine ambulatoire n'était pas remboursée, etc. Et puis créer un appareil hospitalier qui était inexistant dans les années 50. Enfin, on crée les CHU, enfin, etc., etc. Ben, pour moi, qui est longuement médité sur cet exemple, puisque c'est mon domaine de recherche, je me dis, mais pourquoi pas l'actualiser, par exemple, en matière de production alimentaire. Je sais s'il y a une sensibilité aujourd'hui extrêmement grande dans l'opinion sur les enjeux écologiques en matière alimentaire. Et par ailleurs, tous ces jeunes alternatifs dont je chantais les louanges tout à l'heure occupent actuellement toute la filière de la production alimentaire, depuis la production d'outils réparables, ce qui est très important, hein, c'est pas chez Massey Ferguson ça, hein, mais les outils capitalistes sont non réparables par définition. Là, depuis la production d'outils réparables jusqu'à la distribution, la restauration, selon des modalités autres que la grande distribution ou que les chaînes de fast-food et tous ces machins-là, on a, pour la production évidemment
souvent des biens bruts ou des biens élaborés, les paysans boulangers, pour reprendre votre exemple, évidemment, etc. Là, nous avons une filière alternative qui est entièrement existante. Nous avons la conscience que l'agrobusiness de type FNSEA, Crédit Agricole, tout ça nous mène vraiment à la catastrophe. Nous avons l'expérience extrêmement réussie de la mutation de l'appareil de soins dans les années 60. Ce que je propose, c'est, en réflexion avec la Confédération paysanne, ce n'est pas une réflexion isolée, c'est que nous créions une cotisation alimentaire, une cotisation de 8% de la valeur ajoutée brute, 120 milliards, qui permettent d'affecter 150 € par personne et par mois à l'alimentation, à la consommation de produits alimentaires, des biens à prix. Il ne s'agit pas de faire de l'alimentation gratuite, il s'agit de solvabiliser une demande marchande et de conserver les vertus du marché dans la production des biens. Cette carte, mettons, comme il y a une carte santé, ne pourrait être utilisée qu'auprès de professionnels conventionnés, comme on l'a fait pour la production de soins. Et ces professionnels conventionnés, évidemment, ce ne serait pas la grande distribution, ce ne serait pas le producteur de blé de la Beauce qui fait que nous avons maintenant, on peut faire 50 km dans la Beauce sans rencontrer un seul oiseau, un seul ver de terre non plus d'ailleurs. Le sol sert uniquement de lieu de soutien, de tuteur à du blé qui n'est produit que par des apports extérieurs, tellement il a été tué. Donc nous allons conventionner, en revanche, tous ces professionnels dont je viens de parler, eux seuls pourront bénéficier de cette solvabilisation du marché. La question qui se pose évidemment en préalable, comment est-ce qu'on va rendre possible une cotisation de 8% de la... 120 milliards, c'est 8% de la valeur ajoutée marchande, c'est 1400 milliards à peu près, de 8% dans les entreprises. Elles ne peuvent pas cotiser 8% de leur valeur ajoutée en plus, et bien elles ne vont pas rembourser pour la même hauteur, pour 120 milliards de dettes. Ça suppose un travail politique sur le caractère illégitime de la dette. Donc on peut avoir une opération blanche pour les entreprises, qui ne suppose pas du tout une taxation ou quoi que ce soit supplémentaire, une opération blanche qui va soutenir à un niveau très élevé, 120 milliards, c'est extrêmement élevé, qui va soutenir à un niveau très élevé une production alternative qui existe, qui est menacée de marginalité ou de récupération, comme toutes les alternatives aujourd'hui, et qu'il faut soutenir par une institution macro, cette cotisation-là. Et à ce niveau-là, nous pouvons marginaliser l'agrobusiness et arrêter de nous plaindre de l'agrobusiness. Le problème n'est pas de s'en plaindre, c'est de le marginaliser. Et voilà des propositions qui ne relèvent pas du tout d'une bonne fiscalité, qui relèvent d'autre chose. On s'appuie sur tous ceux qui aujourd'hui sont déterminés à produire de l'agroalimentaire qui ne soit pas capitaliste. Ils sont très nombreux. On s'appuie sur eux, et on crée l'institution macro sans laquelle toutes ces alternatives microéconomiques sont condamnées à la marginalité. C'est ce que nous avons su faire, c'est ce que nous saurons faire. Il y a une folie productiviste du capitalisme qui est liée au fonctionnement même du capitalisme. À partir du moment où on va marcher sur les pieds et non plus sur la tête, parce que ce sont les travailleurs qui seront les propriétaires d'usage de l'outil, bon, on va faire des pommes. Et une pomme, ça a la valeur nutritive de 30 pseudo-pommes achetées. Donc, au lieu de produire 30 pommes, on va en produire une. Donc, on va effectivement décroître en termes de quantité de marchandises, mais on aura cru en valeur parce que pour faire une pomme, il faut plus de travail que pour en faire 30 fausses. D'accord. Okay. Et donc, il peut y avoir croissance en valeur économique avec une réduction de
du nombre de marchandises produites. Mais alors là, le modèle que tu dessines, ça donne l'impression d'une incroyable sobriété, frugalité, parce que du coup, on a l'impression, avant, on bouffait 30 pommes, pas très bonnes, mais là, maintenant, on n'en aura plus qu'une. Est-ce qu'il y a, une société en salaire socialisé, telle que celle à laquelle on aspire, est-ce qu'il y a une réduction de notre confort de vie sur ce genre de biens essentiels, la nourriture, le logement, le vêtement? Est-ce qu'on doit être obligé d'en rabattre considérablement sur ce qu'on a pris comme habitude de consommation? Enfin, sûrement pas. Enfin, manger des pommes, c'est quand même pas mal. Des vraies pommes, ouais. Ne pas se faire C'était sur la question de la quantité, c'est qu'on a l'impression que tout à coup, on a vachement moins de choses à bouffer, quoi. Tu vois, en quantité. Écoute, juste. on produit, je parle derrière des experts, moi je ne suis pas du tout un expert de la chose, mais on produit de quoi nourrir 12 milliards de personnes. Ouais, et il y a pourtant 1 milliard de personnes qui ont faim, alors qu'on n'est que 8 milliards. Ouais, 7 milliards, ouais. Donc, il vaut mieux moins de pommes. Rentrons un petit peu dans d'autres aspects du cadre capitaliste et de ce qu'on peut faire à l'intérieur de ce cadre capitaliste. Je voudrais qu'on passe un temps ensemble sur la question du travail. La production, le travail, les moyens de production. On a parlé tout à l'heure un peu des moyens de la propriété privée, des moyens de production. Je voudrais vous soumettre une citation de Frédéric Lordon, camarade souvent présent à Hors-Série. Frédéric Lordon, il a écrit en 2014 « Comme Marx l'avait remarqué, le capitalisme, c'est-à-dire le salariat, est une prise d'otage de la vie même. Dans une économie monétaire à travail divisé, nulle autre possibilité de reproduire la vie matérielle que d'en passer par l'argent du salaire, c'est-à-dire l'obéissance à l'employeur. » Attention, c'est une citation de 2014. Je pense qu'il n'écrirait plus les choses comme ça, maintenant qu'il s'est beaucoup rapproché des travaux de Bernard Friot. Bernard, est-ce que vous diriez que le salariat, c'est le capitalisme et que le salaire, c'est l'obéissance à l'employeur, vraiment? Ben non, hein, sauf à nier toute l'inventivité syndicale du XXe siècle. Hein. Alors, Marx, comme tous les savants du XIXe siècle, utilise le mot salaire hein, pour définir la rémunération capitaliste comme prix de la force de travail. Mais au XIXe siècle, le salaire n'est pas du tout institué. Hein. C'est un terme qui d'ailleurs n'est pas utilisé en dehors de la langue savante. Et lorsque le salaire va s'instituer, après l'invention du contrat de travail, hein, dans le Code du travail de 1910, hein, je renvoie à l'excellent ouvrage de Claude Didry, hein, oui. L'institution du travail, ça a été pour la CGT hein, qui venait de se constituer. Et d'ailleurs, le Code du travail, c'est une conquête de la CGT aussi. Ça va être l'occasion pour la CGT d'instituer le salaire et sur un mode anticapitaliste. Ouais. Donc le salaire, ça peut être un outil anticapitaliste. C'est même pas conçu. Que ça peut. C'est conçu comme un outil anticapitaliste. Le salaire tel qu'il s'institue, je ne parle pas tel qu'il existe comme mot dans la langue. Ouais. Mais tel qu'il s'institue à partir des conventions collectives de 1919, autour du terme de qualification, hein, autour de l'invention de la qualification, c'est-à-dire de définir le salaire, non pas à partir des besoins dont la force de travail est porteuse pour faire telle activité, ce qui est la pratique capitaliste de la rémunération, qui aujourd'hui embauche des jeunes diplômés sur un contrat de mission, du salaire à la tâche, enfin, etc. Contre cela, la pratique syndicale, en permanence combattue par les employeurs, va imposer le salaire à la qualification, qui est la reconnaissance d'une contribution à la production de valeur économique, minorée du profit, évidemment. Ouais. Et mieux encore, la bagarre autour du statut de la fonction publique va inventer le salaire à la qualification personnelle, et pas simplement à la qualification du poste, comme dans la convention collective, qui fait que si on n'a pas de poste, ben on est à poil. Dans la qualification personnelle, telle qu'elle se construit avec le grade de la fonction publique, la distinction entre le grade et le poste, là on a une affirmation que la personne est titulaire du salaire et de la qualification
Et c'est une institution qui balaye le marché du travail. Or, le marché du travail est une institution décisive du capitalisme, qui découle de la propriété patrimoniale lucrative et qu'il faut combattre et que le mouvement syndical a su combattre. Et donc, ce n'est pas en faisant fi des institutions du salaire qu'on va pouvoir sortir du capitalisme. Au contraire, il faut s'appuyer sur elles. Il y a le statut de la fonction publique, il y a le régime général de sécurité sociale, etc. Enfin, on pourrait y revenir. Donc, en aucun cas, en tout cas, oui, on ne peut définir le capitalisme par le salariat. Le salariat, c'est une institution, c'est une classe en train de se construire. De même que la bourgeoisie s'est progressivement construite entre le XIVe et le XVIIIe siècle pour imposer un autre mode de production que le mode de production féodal, le salariat, c'est une classe qui est en train de se construire pour imposer le communisme à la place du capitalisme. Croizat, qui pose cet acte vraiment révolutionnaire d'attribuer dans le privé à la personne même des retraités du salaire, va pas au bout. Et puis, moi, je suis tellement admiratif de ce qu'il a fait que je ne vais pas donner des leçons, ce serait absurde. Mais si 70 ans plus tard, on n'est pas capable de dire, mais enfin, on a la preuve, on l'a eu pendant le confinement. Heureusement que les fonctionnaires, les retraités ont conservé leur salaire. Heureusement que les salariés du privé, qui avaient un salaire de la convention collective, ont eu 84% de leur salaire, quoi qu'ils aient fait. Heureusement que le salaire a été attaché à la personne, sinon mais notre économie se serait effondrée, comme elle s'est effondrée dans les années 30. Donc on a fait l'expérience massive que le fait que le salaire soit non pas le résultat d'une production passée, mais la condition pour qu'il y ait production. C'est une expérience absolument massive qu'il faut maintenant, qui nous oblige à être à la hauteur de cette expérience pour dire, mais attendez, nous allons supprimer la condition d'activité. La Fédération européenne des syndicats revendique partout en Europe depuis des années un écart des rémunérations de 1 à 20. Ça veut dire 25 000 euros. Franchement, on arrive à joindre les deux bouts avec 25 000 euros net par mois. On l'a proposé plusieurs fois dans un certain nombre de textes de loi, de fixer des écarts maximum de rémunération. Il y avait même une tribune dans l'IB il y a maintenant 7-8 ans qui avait été écrite, qui était un peu moins ambitieuse que de 1 à 20, mais oui, ça c'est possible. Rien ne l'empêche. Je conteste ce 1 à 20 parce que la gauche est inaudible, parce que sa proposition ne vaut pas le coup. Nous avons besoin d'une proposition forte qui assume les conquis, le conquis du salaire à la qualification personnelle, l'avance en salaire à la place de l'avance en capital, et qui nous sorte de la hiérarchie des salaires totalement absurde dans laquelle nous sommes. Le rapport interdécile dans les conventions collectives les mieux payées, c'est-à-dire le rapport entre les salaires des 10% les moins payés et des 10% les mieux payés, est de 1 à 3. Dans la fonction publique aussi, pas le rapport des salaires évidemment, effectifs, mais des interdéciles. Passons à un rapport de 1 à 3 des salaires. Enfin, si nous sommes à 1700 ou 1800 euros net par mois le SMIC, on ne va pas légitimer dans un rapport de 1 à 20 un salaire mensuel de 34 000 euros. Enfin, c'est un scandale. Comment voulez-vous susciter... Comment voulez-vous susciter une adhésion? C'est ça le problème de la gauche, c'est qu'il n'y a pas d'adhésion à son projet. Comment voulez-vous susciter une adhésion à un projet sur des bases aussi absurdes qu'une échelle des salaires de 1 à 20, 1 à 3, personne en dessous de 1800 euros, tout le monde à 1800 euros à 18 ans, et un salaire maximum de 5 000 euros. Au-delà de 5 000 euros par mois, que voulez-vous faire en dehors d'emmerder le monde? Enfin, il n'y a aucune légitimité. Pour revenir à des entreprises qui sont plus ancrées dans leur territoire et pour changer radicalement le mode de gouvernement de cette entreprise. En donnant, alors ce qu'on propose, c'est une idée originellement de ma collègue Isabelle Ferreiras, une philosophe belge, 2 chambres, une chambre des représentants des apporteurs de capital et une chambre des représentants des apporteurs de travail, et on leur donne les mêmes pouvoirs, c'est eux qui choisissent le dirigeant, c'est eux qui ont un pouvoir de veto l'un sur l'autre, et je pense que ça peut être un premier pas vers en effet un autre monde radicalement différent, parce que peut-être que la solution de Bernard, on ne va pas pouvoir la mettre en œuvre immédiatement.
Non, mais c'est toujours en invoquant la difficulté de faire un réel pas Tu as raison. que l'on fait des petits pas de rien du tout Oh, mais qui ça, nous c'est- mènent dans des défaites successives. Ça fait depuis d'accord. 35 ans que ça dure.